Il y a dans la vie de ce podcast des épisodes d'un genre particulier. Ils ne sont pas des analyses, ils ne sont pas non plus des commentaires, ils ne sont pas des voix qui expliquent, mais c'est plutôt des pauses. Des instants où l'on pose tout ce qu'on tient dans la main et où l'on regarde, simplement. Une chose, un élément, quelque chose du monde ordinaire qu'on traverse sans jamais vraiment le voir. Ces épisodes-là, je les appelle des fragments de contemplation poétique. Ce sont de petites capsules hors du temps, quelques minutes, où je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, bien évidemment, à ralentir, à laisser les mots faire leur chemin en vous, sans chercher à les retenir. Aujourd'hui, c'est le livre fermé. Je suis heureux de vous accueillir ici, sur la voie poétique. Il y a un son presque rien. Une chose douce et sèche, brève, deux plats qui se rejoignent, deux mains qui se touchent, quelque chose qui se clôt sur soi-même avec une description absolue, le son d'un livre qui se ferme. Après le silence, un silence différent de celui d'avant. Dans celui d'avant, il y avait les mots, leur défilement, leur poids, leur façon de prendre de la place dans la tête et de ne plus laisser entrer autre chose. Et puis il y a ce son. Il y a cette seconde et maintenant le silence. Un silence plein. Un silence qui a du passé dedans. Et c'est toujours comme ça. Le livre, il ne s'annonce pas quand il se ferme. Et il ne prévient pas. À un moment où vous lisez, la phrase arrive, et dans votre main, les deux moitiés se rejoignent d'elles-mêmes. Et c'est fait. Le livre est fermé. Et vous restez là, avec cette chose close dans les mains, et vous ne savez pas tout de suite quoi faire de ce moment-là. Vous ne savez pas si vous devez vous lever, si vous devez parler, si vous devez regarder par la fenêtre. Le livre fermé vous tient encore un peu dans son espace. Comme une pièce dont on n'a pas tout à fait fini et même envie de partir. Alors gardez-le dans les mains encore un tout petit peu. N'allez pas encore le poser. Sentez son poids. Il est plus lourd qu'il ne devrait l'être. Si on ne comptait que le papier, la colle et l'encre. Il est plus lourd parce qu'il contient maintenant ce qui s'est passé en vous pendant la lecture. Et l'émotion à cette phrase-là. Et vous savez laquelle. Le moment où quelque chose vous a atteint en plein milieu de la poitrine, sans crier gare. L'image qui est encore là, imprécise, et précise à la fois. Posée quelque part en vous, à un endroit que vous ne pouvez pas tout à fait nommer. Et tout cela est dans le poids du livre. Vous le portez. Passez vos doigts sur la couverture. Sentez la texture. Parfois lisse, froide, presque impersonnelle. Parfois avec un grain, parfois rugueuse, avec une légère résistance sous les doigts. La couverture, vous savez, c'est le visage du livre.
son visage de repos, son visage d'attente. Et maintenant qu'il est fermé, eh bien, il a repris son visage. Le visage de quelque chose qui sait ce qu'il contient, mais ne le dit pas. Retournez-le, regardez le dos. Ces lettres un peu usées, ce titre, qui n'a plus besoin réellement de vous dire ce qu'il signifie parce que maintenant, vous le savez. Vous le connaissez de l'intérieur. Et il y a une dignité particulière dans le dos d'un livre qu'on a lu. Ce n'est plus tout à fait le même livre que celui qu'on a pris sur notre étagère. Il a traversé quelque chose. Il vous a traversé. Et vous l'avez traversé. Quelque chose a eu lieu entre vous deux. Quelque chose qui n'a pas de témoin, qui ne fait pas de bruit, qui n'a aucune forme visible. Et qui est pourtant réel. Il y a ce moment entre le dernier mot et le reste de la journée, entre ce qu'on vient de lire et la vie ordinaire qui attend de l'autre côté du livre. Le repas à préparer, le téléphone qui a certainement des messages, la fenêtre par laquelle tombe maintenant la lumière du soir et qu'on n'avait presque pas vue. Entre le livre et le monde, il y a ce moment où on est encore dans les deux endroits à la fois. Et dans aucun réellement complètement. On est là. Mais on est aussi encore là-bas, dans cet autre paysage, dans cette autre ère. Ça dure quelques secondes, peut-être même une minute, peut-être plus longtemps, si on laisse tout ça vivre. Et il y a quelque chose dans ce moment-là, quelque chose de précieux, quelque chose qui n'insiste pas, qui ne s'impose pas. C'est là, puis ça part, puis on revient, et la vie reprend. Mais si on reste dans cet entre-deux, juste un souffle de plus, dans ce seuil entre l'histoire et le soir, eh bien quelque chose se passe. Quelque chose qu'on ne pourrait pas tout à fait nommer. Une sorte d'expansion. Un sentiment qu'on est légèrement plus grand qu'avant. Que les murs de soi-même ont bougé un peu et que quelque part, eh bien, une fenêtre s'est ouverte. Et c'est ce que la lecture fait. Mais on ne le remarque vraiment que quand on ferme le livre. Et le livre fermé, eh bien, vous savez, ce n'est pas une absence. Et on se trompe à croire ça. On pense que quand un livre est fermé, eh bien, il dort. Qu'il redevient ce qu'il était avant. Un objet, un rectangle, quelque chose qu'on pourrait utiliser comme un cale-porte ou comme oreiller, tiens, pourquoi pas, à l'occasion. Alors on le pose sur la table de nuit, sur la pile. On le remet sur l'étagère et on se dit, voilà, c'est fait, c'est terminé. Mais le livre, il ne se ferme pas en nous, comme il se ferme dans nos mains. Et en nous, il reste ouvert, pendant des jours parfois, pendant des semaines. On marche dans la rue et quelque chose frappe. Une posture, un geste, une lumière sur un mur. Et tout d'un coup, on y repense. Tiens, c'était dans le livre. On se réveille le matin avec une phrase qu'on n'a pas cherchée, une phrase qui était là, tranquille, pendant qu'on dormait, qui a continué son chemin dans le noir de la nuit. On a une conversation et on s'entend dire quelque chose, une idée, une image, une façon de nommer les choses. Et on réalise qu'avant ce livre, eh bien, on n'aurait peut-être pas dit ainsi. On n'avait pas encore ces mots-là. C'est le livre qui nous les a donnés.
Et on a déjà oublié. On a déjà oublié ce qu'il a donné. Et c'est comme ça que les meilleurs livres fonctionnent. On les oublie comme objets et ils deviennent une partie de nous. Repensez à un livre que vous avez lu il y a longtemps. Je ne vous demande pas de penser à son intrigue, pas non plus à son résumé, juste un quelque chose, un fragment d'atmosphère, une couleur, le sentiment de l'air dans cette histoire, la texture du temps dans ces pages. Peut-être que vous ne vous en souvenez plus, peut-être que vous ne vous souvenez plus d'un seul nom propre, peut-être que les détails ont même tous disparu, comme la neige au printemps, doucement, sans qu'on le remarque réellement. Mais quelque chose est encore là, quelque chose qui n'est plus tout à fait un souvenir. C'est quelque chose d'un peu plus proche d'une forme. Et le livre a laissé une forme en vous, une façon de tenir certaines émotions, une sensibilité à certains types de lumière, une tendance à remarquer certaines choses plutôt que d'autres. Et vous êtes fait, en partie, de livres fermés. Des livres que vous n'avez plus, des livres perdus dans un déménagement, prêtés et jamais repris, laissés dans une chambre d'hôtel parce qu'on les avait terminés la veille et que l'idée de les porter encore semblait absurde. Des livres qui ne sont plus sur les étagères et dont il ne reste rien de visible, rien, sauf peut-être ce qu'ils ont fait de vous, et ce sans vous prévenir. La bibliothèque invisible de ce que l'on est. Et le geste lui-même. L'acte d'ouvrir un livre. La première page. Cette première phrase. Celle qui soit vous attrape, soit ne vous attrape pas. Cette première phrase, eh bien, c'est une porte. Elle s'ouvre ou elle reste fermée. Et la dernière phrase, celle qui précède le silence, celle qui précède justement le geste de fermer, cette phrase est aussi une porte. Et c'est une porte qui vous invite à reculer de l'autre côté, à revenir dans la pièce où vous êtes assis avec ce poids fermé dans les mains. Il y a une symétrie dans un livre. Il y a un commencement et il y a une fin. Une ouverture et une clôture. Et ce sont deux gestes séparés de semaines, ou peut-être de mois, qui se font miroir l'un à l'autre. Vous avez ouvert ce livre un jour qui n'est plus aujourd'hui. Ce jour-là, vous étiez quelqu'un de légèrement différent. La vie était dans une certaine configuration. Quelque chose se passait ou ne se passait pas. Vous portiez quelque chose, une question, une tristesse, une légèreté, un désir sans nom. Et vous avez ouvert le livre à cause de ça, parce que le livre était là et le moment était juste. Et quelque chose vous a dit « maintenant ». Et maintenant, vous le fermez. Un autre jour, un vous légèrement différent. Et le livre a été le témoin de cet écart. Le livre a vu ce qui a changé. Il ne le dira pas. Les livres ne parlent pas. Pas comme ça. Mais il le sait à sa façon, close et silencieuse. Parfois, on écrit dans des livres. De petites marques au crayon dans la marge. Un trait sous une phrase, une petite étoile, un point d'interrogation, contre un passage qui vous aurait troublé. Ces marques sont des choses très privées, presque intimes. Elles disent « j'étais là, j'ai lu ça, ça m'a touché ». Ou « je n'étais vraiment pas sûr de ça ». Ou encore « c'est vrai, et il faut que je m'en souvienne ». Quand on ferme un livre avec ses propres marques à l'intérieur, on ferme une sorte de dialogue. On ferme quelque chose qui a sa voix dedans,
si faible soit-elle, si discrète. La note en marge est une façon de répondre au texte, de ne pas être entièrement passif devant les mots, de dire « je reçois ceci, mais j'existe aussi, je suis là, moi aussi, et j'ai quelque chose à dire ». Et parfois, dans de vieux livres qui ont traversé plusieurs mains, eh bien, on trouve les marques de quelqu'un d'autre. Un trait sous une phrase qu'on n'aurait jamais soulignée soi-même, une petite croix à côté d'un passage qui ne dit rien de particulier à nos yeux, mais qui a dit quelque chose aussi. Ces marques d'inconnus sont à la fois étrangères et je les ai toujours trouvées émouvantes. Quelqu'un avant vous a tenu ce livre dans ses mains. Quelqu'un avant vous a lu cette phrase et a senti quelque chose bouger en lui. Son crayon est descendu sur la page. Un geste, un instant ordinaire dans une vie ordinaire. Et vous le voyez maintenant, des années plus tard, dans une pièce qu'il n'a jamais connue, avec une vie qu'il ne pouvait pas imaginer. Le livre fermé porte ses marques. La rencontre invisible d'un lecteur à travers le temps, dans le silence d'un objet, qu'ils ont tous les deux tenu. Et puis il y a l'odeur. Une vieille page a une odeur qu'absolument aucun parfumeur n'a jamais reproduite exactement. Et ce n'est pas le papier seul, ni l'encre seule. C'est le temps qui se trouve dedans. La façon dont la lumière et l'air ont travaillé la matière pendant des années, des décennies parfois, peut-être même plus. C'est une odeur qui vient de loin, qui touche quelque chose en vous qui n'est pas la pensée, et qui est même plus ancien que la pensée. On entre dans une bibliothèque ancienne et l'odeur arrive avant les yeux. Avant même de voir les rayons, les rangées, le silence organisé des livres debout, on sent. Quelque chose en soi répond à ça. Quelque chose se pose. Quelque chose qui était en mouvement s'arrête un instant et vous dit « ici ». Et puis, il y a aussi l'odeur d'un livre neuf. Et ce n'est pas la même chose. C'est plus acide, c'est plus vif, c'est plus agressif. C'est l'odeur de la chimie encore présente, de l'encre pas encore fatiguée. Un livre neuf, ça sent l'avenir. Un vieux livre, ça sent ce qui a déjà eu lieu. Et entre les deux, ce glissement lent de l'odeur à mesure qu'un livre qu'on a acheté neuf vieillit dans sa bibliothèque. Entre les deux, il y a le temps visible dans la matière. On ne pense pas à ça quand on achète un livre. On ne pense pas. Dans 20 ans, ce livre-là sentira différemment. Mais c'est pourtant ce qui arrivera. Et dans 20 ans, eh bien, quelqu'un l'ouvrira. Peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. Et cette odeur vieille le traversera. Et sans qu'il sache pourquoi, eh bien, il y a quelque chose en lui qui se posera. Il y a un rituel modeste qui est même presque invisible et que des millions de personnes pratiquent chaque soir sans réellement y penser. C'est le rituel du livre avant le sommeil. La lampe basse, inclinée, le corps déjà à moitié horizontal, l'esprit déjà à moitié libéré du jour, et le livre tenu à un angle qui demande un certain effort à maintenir, les pages un peu lourdes, un peu plus lourdes qu'à l'ordinaire, les mots un peu plus lents à arriver parce que les yeux commencent à légèrement se fermer. Et on résiste. On cherche à lire encore une page, à parcourir encore un paragraphe. Encore cette phrase qui est là, juste après. Et après laquelle on s'arrêtera vraiment. Et puis, à un certain moment, il y a la capitulation. Et ce n'est pas une décision, c'est plutôt un lâcher-prise. Le livre se ferme, la lampe s'éteint, le livre rejoint la table de nuit dans le noir, et quelque part,
dans la transition entre la veille et le sommeil, les derniers mots lus se dissolvent dans le rêve. Parfois, le rêve continue, ce que le livre faisait. Parfois, le rêve prend quelque chose du livre et lui donne une autre direction, un autre paysage. Parfois, on se réveille sans savoir ce qui était le livre et ce qui était soi, sans faire cette différence. Cette confusion-là a sa propre tendresse, je trouve. Le livre fermé sur la table de nuit, dans le noir de la chambre, pendant qu'on dort, eh bien, il est là. Il attend encore, fermé, tenant ce qu'il a à tenir. Et le matin, quand on ouvre les yeux, et qu'il est là, cette couverture connue, ce poids familier, on retrouve la page, le ruban ou le coin corné. Le mot exact où on s'était arrêté. Et on reprend le fil comme si on ne l'avait jamais lâché, comme si on allait toujours revenir, comme si le livre avait toujours su qu'on reviendrait. Il y a aussi également les livres fermés sur les étagères. Des rangées de livres debout, dos tourné vers la pièce, comme une assemblée qui durerait depuis des années. Chacun fermé, chacun portant en lui un monde qui ne se montre pas, qui ne peut pas se montrer sans un lecteur pour l'ouvrir. Ce sont des choses patientes. Elles ne demandent rien. Elles sont là, dans leur silence, dans leur posture close, et elles attendent. Mais, vous savez ce qui est étrange ? Un livre sur une étagère, eh bien, ne dort pas tout à fait. Il y a toujours quelque chose qui circule entre les livres d'une bibliothèque, quelque chose qui n'est pas les mots et n'est pas l'air, quelque chose qui ressemble à une possibilité permanente. Entrez dans une pièce pleine de livres et soyez attentifs. Il y a une qualité particulière à l'air. Il y a une densité, comme si tous ces mondes fermés respiraient très doucement les uns contre les autres. Il y a des livres sur vos étagères que vous n'avez pas ouverts depuis 10 ans. Ils sont là, dans leur place habituelle, entre les mêmes voisins, avec la même légère couche de poussière sur leur bord supérieur. Vous les voyez sans les voir, comme on cesse de voir les choses qu'on côtoie tous les jours. Et pourtant, si vous tendiez la main vers l'un d'eux, si vous le preniez, si vous l'ouvriez au hasard, il y a quelque chose qui reviendrait. Une odeur, peut-être une phrase, la sensation précise d'une lecture ancienne, où vous étiez ce soir-là. Et vous vous souviendrez de l'endroit où vous trouviez, le temps qu'il faisait, ce que vous traversiez. Les livres gardent tout ça, même fermés, même dans la poussière. Ce sont les gardiens muets de ce qu'on a été. Un livre fermé qu'aucune main n'a encore ouvert, encore scellé d'une certaine façon, tenant tout à l'intérieur sans en avoir rien partagé, eh bien l'histoire est là, complète, dans le noir de ses pages. Les phrases dans leur ordre, les mots à leur place, les silences entre les paragraphes où la lumière entrera plus tard, quand le lecteur arrivera, et tout est prêt. Rien n'a encore eu lieu. Ce livre-là, le livre non lu, a une présence particulière. On l'achète, on le pose sur la pile, on le regarde parfois en se disant « je lirai bientôt » ou bien « je me demande ce qu'il y a dedans » ou simplement cette couverture, ce titre, ce dos. Quelque chose vous a appelé là, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer mais auquel on fait confiance. Le livre a dit « venez » et vous êtes venu. Et maintenant, il vous attend. Il y a quelque chose de doucement extraordinaire dans cette attente. Un livre non lu, c'est une promesse qu'on s'est faite à soi-même. Une porte fermée qu'on a l'intention d'ouvrir. Une conversation qu'on n'a pas encore commencée avec une voix qu'on n'a pas encore entendue. Et le livre, de son côté, lui, il n'est pas pressé.
Les livres, ils sont très patients, d'une façon que les humains ne sont absolument jamais. Ils acceptent le délai, ils acceptent la poussière, ils acceptent d'être oubliés sur une pile, puis retrouvés des mois plus tard et ouverts comme si rien ne s'était passé. Parce que pour lire le livre, rien ne s'est passé. C'est nous qui avons vécu. Lui, il a attendu, fermé sur son secret, prêt pour n'importe quel moment. Ce moment-là, ou un autre, ou peut-être plus tard même encore. Il y a un geste particulier qui est peut-être le plus beau qu'on puisse faire avec un livre. C'est le donner. Pas le prêter, réellement le donner. Le laisser partir. Poser le livre fermé dans les mains d'une autre personne et dire avec les mots, ou sans eux, tiens, j'ai traversé ça. J'en suis ressorti différent. Peut-être que toi aussi. C'est un acte de confiance double. Une confiance dans le livre, sur le fait qu'il saura trouver l'autre personne, qu'il lui dira ce qu'il doit lui dire, pas ce qu'il vous a dit à vous, peut-être quelque chose de complètement différent même. Et chaque lecture est une rencontre unique entre un texte et une vie. Le même livre dit des choses différentes à des personnes différentes, à des âges différents, dans des circonstances différentes. On ne donne pas son expérience, on donne la possibilité d'une expérience. Et la confiance dans l'autre, qu'il recevra, qu'il sera même attentif, qu'il prendra soin de ce qu'on lui confie. Un livre qu'on donne emporte quelque chose de soi. Les pages qu'on a tenues, les soirs passés avec lui, la page où on a mis le marque-page à minuit parce que le sommeil ne pouvait plus attendre, eh bien le livre porte tout ça dans sa matière, invisiblement. Et l'autre le reçoit, sans savoir qu'il tient entre les mains quelque chose qui vous appartient encore un peu. Et qui ne vous appartient plus du tout. Et il y a les bibliothèques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une salle de livres, des centaines, des milliers de livres fermés, debout sur leurs rayons, des livres qui viennent de partout, qui ont été écrits à des époques différentes, par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées et qui se trouvent maintenant côte à côte. Leurs dos qui se touchent, leur monde séparé par quelques millimètres de papier et de colle. Tout est fermé, tout est silencieux. Et pourtant, une bibliothèque est un des endroits les plus habités qui soit. Et pas seulement par des personnes, mais par des présences. Par tout ce qui a été pensé, senti, rêvé, souffert, découvert et mis en mots par des êtres humains dont la plupart ne sont plus là. Leurs corps sont partis et leurs voix se sont tues. Mais quelque chose d'eux est dans ces livres fermés. Quelque chose attend là, dans la densité tranquille des rayons, quelque chose qui ne demande qu'une chose, qu'on les ouvre. Il y a une responsabilité légère à entrer dans une bibliothèque. La responsabilité de celui qui pourrait ouvrir, qui pourrait, d'un seul geste, faire exister à nouveau quelque chose qui dormait à demi. Un livre fermé dans une bibliothèque n'est vivant que potentiellement. Et sa vie attend quelqu'un. Et ce quelqu'un, peut-être, eh bien c'est vous, qui passez entre les rayons ce soir, les mains dans le dos, les yeux sur les titres, et qui cherchez sans savoir exactement ce que vous cherchez. C'est souvent comme ça qu'on trouve les livres d'ailleurs, qu'on trouve les livres qui comptent. On ne les cherche pas vraiment. On les reçoit en quelque sorte. Allons maintenant un peu plus loin. Quittons la bibliothèque, quittons la pièce, quittons l'époque. Pensez à tous les livres fermés du monde, en ce moment précis. Des millions, des milliards. Dans des appartements, des maisons, des écoles, des hôpitaux,
là, dans le tiroir de nuit de quelqu'un qui dort, dans le sac d'une personne, dans un train, d'un pays qu'on ne visitera peut-être absolument jamais, sur les genoux d'un enfant qui vient d'être lu et qui ferme maintenant les yeux, porté par quelque chose qu'il ne peut pas encore nommer. Tous ces livres fermés, tous ces mondes clos, tout ce silence tenu dans du papier et de l'encre, et pour chaque livre fermé, quelque part, bien, il y a un lecteur. Quelqu'un que ce livre a changé, ou pas, ou un peu, ou d'une façon si subtile qu'il ne le saura pas avant des années. Quelqu'un qui porte une phrase sans savoir qu'il la porte. Quelqu'un en qui une porte s'est ouverte et ne s'est plus tout à fait refermée. Voici une des choses les plus extraordinaires du monde humain, qu'on ait trouvé un moyen de mettre la pensée à l'intérieur d'une chose, de fermer une chose sur la pensée, et de donner cette chose aux autres. De leur dire, tiens, prends ce monde fermé, et ouvre-le quand tu es prêt. Laisse ce qui est dedans rentrer en toi. Et puis ferme-le, porte-le. Et puis un jour, peut-être, donne-le à quelqu'un d'autre. Et le livre circule. Le livre fermé passe de main en main. Et quelque chose en lui survit au passage. Quelque chose arrive intact. Transformé, oui, par chaque lecture, coloré différemment par chaque vie qui le reçoit. Mais arrivant, toujours arrivant. Il y a aussi les livres que l'on a perdus. Les livres brûlés, les livres dissous par des inondations, les livres réduits en cendres dans des incendies qui avaient d'autres ambitions que de détruire des livres, mais qui les ont détruits en passant avec tout le reste. Des pièces entières de bibliothèques qui existaient et qui n'existent plus. Des textes qui n'ont plus personne pour les transmettre, des histoires qu'aucun vivant ne pourra plus jamais ouvrir. Alors qu'est-ce qu'un livre détruit ? C'est un livre fermé qui ne s'ouvrira plus. Un monde clos dont plus personne n'a la clé. L'histoire est encore là d'une certaine façon. Elle a eu lieu, elle a été écrite, elle a été lue. Mais la trace, elle, est partie. Le support est parti. Et sans le support, les mots refluent vers le silence dont ils venaient. Ils se dissolvent. Ils redeviennent du possible. Pur, informe, sans nom. Il y a quelque chose de très tranquille dans un livre perdu. Il n'y a pas de drame, de la tranquillité, le silence d'une porte qui a existé et qui n'est plus là. Pas une porte fermée à clé, mais une porte qui simplement n'est plus là. Et pourtant, la lecture qui avait eu lieu avant la perte, eh bien, elle reste. Les personnes qui avaient lu ce livre et qui l'avaient changé, eh bien, ont porté quelque chose. Elles ont transmis, sans le savoir, quelque chose de ce qu'il contenait. Des fragments de pensée ont survécu dans d'autres pensées. Une phrase a résonné dans une autre phrase écrite par quelqu'un qui avait lu la première, sans le citer, sans même s'en souvenir clairement. Des images ont filtré dans des images, silencieusement, à travers les générations. Rien ne se perd vraiment complètement, vous savez. Pas tout à fait. Avant le rectangle, la couverture, les pages reliées, il y avait d'autres façons de fermer la pensée dans la matière. Des rouleaux de papyrus qu'on enroulait, qu'on fermait, ficelait, cachetait. Des tablettes d'argile avec des signes pressés dedans qui séchaient au soleil et durcissaient en quelque chose de permanent. Des pots étirés et lissés sur lesquels on inscrivait des mots avec des instruments qu'on imagine à peine. Des morceaux d'écorce, des pierres peintes, des murs. Ce sont tous des livres fermés. Toutes des tentatives de capturer quelque chose, une histoire, une loi, une prière, un conte de grains, une lettre à quelqu'un qui se trouve loin.
et de le fermer dans la matière, de le fermer pour qu'il survive, pour qu'il voyage, pour que quelque chose de l'expérience humaine ne disparaisse pas quand la personne qui l'avait mourait. Il y a quelque chose d'humble et d'émouvant là-dedans, je trouve. Les humains ont toujours su qu'ils oublieraient, toujours su que leur corps aurait une fin. Et ils n'ont cessé d'essayer. Ils ont toujours essayé de mettre quelque chose hors d'eux-mêmes, de faire des objets fermés avec leurs pensées et leurs émotions, de confier la matière à ce qui ne peut pas rester. Vous savez, il y a les peintres aussi dans les grottes. On remonte très loin maintenant. Ces images qu'ils faisaient dans le noir, à la lumière des torches, dans des endroits profonds sous la terre où presque personne ne pouvait les voir. Ces animaux qui courent sur la roche depuis des dizaines de milliers d'années. Ces mains qui étaient posées à plat, entourées de pigments soufflés, laissant leur empreinte en creux. Ces formes qui ne s'adressaient à personne de précis, trop profondes, trop cachées pour être vues par la vie quotidienne d'alors. À qui voulait-elle parler? Peut-être à l'avenir, peut-être au temps lui-même, peut-être à quelqu'un qui n'était pas encore né et qui descendrait un jour dans ce couloir de roche et qui trouverait sur la paroi une main posée il y a 30 000 ans. Et qui poserait la sienne dessus peut-être. Geste instinctif, geste irraisonné, et qui saurait sans aucun doute possible que quelqu'un était là, que quelqu'un avait fait ça, que quelqu'un avait tenu à laisser une trace, à fermer quelque chose dans la pierre, à dire « j'étais vivant, j'ai vu, j'ai posé ma main ici ». Et puis, la main s'est levée, et la pierre est demeurée froide et silencieuse. La pierre demeure. Le premier livre fermé. Et vous savez, je me pose cette question parfois. Et si nous étions des livres? Et si chacune de nos vies humaines était une sorte de livre? Une histoire qui s'ouvre avec un premier souffle et se ferme avec un dernier. Une histoire qui progresse à travers des chapitres qui n'ont pas toujours de nom, à travers des passages de beauté et des passages de difficulté, à travers des moments d'une telle clarté qu'il semble avoir été écrit exactement ainsi. Et à travers de longues plages où rien ne semble se passer, mais où quelque chose a lieu. Quelque chose de lent et de souterrain, quelque chose qui n'aura de sens que plus tard. Ou bien peut-être jamais. Et peut-être que, après tout, c'est bien ainsi. On est lu par les autres, par soi-même, imparfaitement, par fragments, jamais tout entier et jamais exactement. On n'est jamais complètement connu, pas même de soi-même au final. Il y a des pages en nous que personne n'a jamais tournées, des chapitres qu'on n'est jamais retourné lire, des passages qu'on a soulignés tellement de fois dans la mémoire que le trait est épais, presque désespéré. Les moments auxquels on revient sans cesse parce qu'ils contiennent quelque chose qu'on n'arrive pas à épuiser, quelque chose qu'on n'a pas fini de nous traverser. Et un jour, chacun pareillement, il y aura une dernière page, une dernière phrase, une fermeture, quelque chose se fermera. Et ce qui était dedans, ce qu'on contenait, ce qu'on était, ira là où vont les livres perdus. Et aussi là où vont les livres vivants. En morceaux, en traces, dans les changements qu'on a produits chez d'autres sans le savoir, dans les mots qu'on a donnés qui se sont posés quelque part, qu'on ne saura jamais. Dans les images qu'on a créées, qui circulent encore dans d'autres esprits, d'autres cœurs, d'autres vies qui continuent après la nôtre. Ce n'est pas une pensée sur la fin, mais c'est une pensée sur les livres, sur ce que ça veut dire de contenir quelque chose et de le donner. Il y a une lumière particulière en fin d'après-midi. Vous savez, cette lumière oblique, basse, orange et douce, une lumière qui transforme les surfaces.
sans insister. Cette lumière tombe sur les livres. Elle tombe sur le dos d'un livre fermé et fait briller un instant les lettres. Le titre sort de l'ombre. Avance pour un moment et puis recule. Et en le voyant, on pense « j'ai lu ça ». Et quelque chose de chaud bouge en soi. C'est pas de la fierté. C'est quelque chose de plus tranquille, comme une forme de gratitude, une reconnaissance pour ce qui a eu lieu. On a lu ça, ça a eu lieu. Quoi qu'il se passait dans la vie à ce moment-là. Et il se passait toujours quelque chose, comme il se passe toujours quelque chose d'ailleurs. Il y avait aussi ce livre, et ces soirs, ces soirées à le lire, et ces pauses, et ces moments d'être complètement ailleurs tout en étant complètement là. Ce livre a donné ça, et ça, personne ne peut le reprendre. Revenons maintenant. Du cosmos à la grotte, de la grotte à la bibliothèque, de la bibliothèque à la pièce, à la table, à la main qui tient. Vous venez de fermer un livre. Il est là, dans les mains, où il était récemment. Et vous pouvez encore sentir la couverture, le poids, cette légère chaleur du papier tenu longtemps, les deux plats pressés l'un contre l'autre. Les pages, entre elles, chacune reposant contre la suivante. Les mots face à face dans le noir. Ce que vous tenez, c'est un monde fermé. Ce que vous tenez, c'est la pensée de quelqu'un qui a réussi à traverser jusqu'à vous. Ce que vous tenez, c'est une sorte de miracle, discret, banal, disponible dans chaque librairie, pour presque rien. Un miracle si fréquent qu'il a cessé d'avoir l'air d'un miracle. Mais il l'est pourtant. Il y a quelque chose dans un livre fermé qui résiste à notre habitude de prendre les choses pour acquises. Si on le regarde assez longtemps, son rectangle, sa densité, sa façon de refuser d'être seulement un objet, eh bien quelque chose s'ouvre en soi. Une porte qu'on ne savait pas avoir. Une porte qui demande doucement « Qu'est-ce que d'autre je prends pour acquis ? Qu'est-ce que d'autre serait miraculeux que je ne regarde plus ? Le vent qui fait bouger l'herbe, le poids du livre, le visage de la personne qu'on aime, la lumière en fin d'après-midi. Le fait qu'on est là, dans ce moment, vivant, écoutant, respirant, et qu'à côté de nous, sur une table ou une étagère, il y a un livre fermé qui attend. Et qui a toujours le temps d'attendre. Posez-le maintenant, doucement, sur la table de nuit, sur l'étagère. Il vous attendra. Il n'ira nulle part. Il se ferme autour de ce qu'il contient, et il attend avec une patience qu'aucune chose vivante n'égale. Et quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait mettre en mots, quelque chose que le livre a laissé en vous pendant toutes ces heures de lecture vous accompagne. Dans la cuisine, dans le soir, dans la rue, dans les rêves, dans le reste de la vie, ça ne s'annoncera pas. Ça ne dira pas « je suis la trace du livre en vous, reconnaissez-moi ». Et ça sera juste là, tranquillement, façonnant la façon de voir, de penser, de sentir, contribuant à qui on est en train de devenir. Et c'est ça un livre fermé. C'est ce qu'il fait. Il se ferme dans les mains et il s'ouvre en soi. Le silence après la dernière page n'est pas un silence vide. Écoutez-le. Il est plein de tout ce qui s'est passé, plein de toutes ces heures de lecture qui vous ont amené ici, à ce moment, à ce poids dans les mains. Plein des phrases absorbées sans le savoir. Plein de la vie du livre dans la vôtre. Cette traversée de deux existences, cette rencontre qui a eu lieu sur des pages, ce contact qui était réel, même s'il s'est produit dans le silence, même si rien de visible ne s'est réellement passé, même si c'était juste vous, seul, qui lisiez et étiez changé. Le silence après la dernière page
est un silence plein, un silence saturé, un silence qui contient un monde. Restez-y un moment encore, juste avec un souffle de plus. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir un autre livre. Il y a toujours un autre livre, une autre première phrase, qui sera une porte, une autre voix, qui va dire « Venez ». Un autre monde fermé, sur le point de s'ouvrir pour vous. Et vous pouvez rester là encore un peu avec celui-là, avec ce livre fermé dans les mains, ou dans la mémoire, ou dans cet endroit en soi où les livres qu'on a aimés vivent sans prendre de place et sans peser rien et sans jamais tout à fait partir. Restez là, dans le silence, dans le poids de tout ça. Le livre est fermé. Tout y est. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.